Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette seconde partie de vidéo. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître peut-être là-haut. On verra comment je vais l'organiser et à le regarder parce que ça concerne la période de 1814 à 1848. Et là, on commence donc notre période de 1848 à 1870. On va voir que d'abord dans une toute première petite période de 1848 à 1852 que c'est la victoire du suffrage universel masculin. Alors, pendant la Deuxième République, ce n'est plus un roi qui est la tête du pouvoir, mais un président qui va être élu par le peuple ou les représentants du peuple. Donc, le roi, il avait son pouvoir de manière héréditaire et non là, comme on va le voir, avec un président. C'est la Deuxième République, car, pour te le rappeler, il y en a eu une première pendant la Révolution française, après qu'on ait coupé la tête à notre cher Louis XVI. Pendant cette période, donc, il y a eu de nombreuses réformes qui ont été adoptées. On l'a vu avec le chapitre sur les conquêtes coloniales, on a vu l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu, là aussi, en 1848. Donc, en 1848, vous avez deux dates à retenir, qui est donc celle de l'abolition de l'esclavage, grâce à des hommes tels que Victor Schœlcher, et aussi, en 1848, c'est l'adoption du suffrage universel masculin. Pourquoi masculin ? Parce que les femmes, évidemment, ne peuvent pas voter, elles ne sont pas entendues, même s'il y en a eu certaines qui ont milité pour avoir le droit de vote à cette époque. À partir de ce moment-là, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter, sans condition sociale, sans condition d'argent, c'est-à-dire que tous les hommes de plus de 21 ans, s'ils sont des citoyens, donc qui n'ont pas eu par exemple de couac avec la loi ou la justice, peuvent voter. Si tu dois retenir donc une date, c'est vraiment la date de 1848. Vraiment, elle est très très importante, c'est la victoire du suffrage universel masculin. Ça veut dire que tous les hommes, en fait, on enlève vraiment, c'est la démocratie qui gagne à ce moment-là. Par la suite, il y a eu, en avril 1848, les premières législatives. Ça veut dire qu'on va voter pour des députés qui vont nous représenter à la Chambre des députés, qui vont pouvoir voter les lois. Législatives qui vient de legs, qui vient de loi. Les Français donc votent pour des représentants, pour des députés, et donc qui vont voter les lois. Ensuite, en décembre, donc de la même année, le 10 décembre, il y a la première élection présidentielle. Ça veut dire les Français vont voter donc pour leur président. Qui va être élu? Alors c'est vraiment un truc à retenir, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Alors c'est pas Napoléon, pas du tout, c'est son petit-neveu, donc un des successeurs qui va être élu président. Pour être élu, d'ailleurs, il a bénéficié donc de la notoriété de son aïeul et il a fait une campagne exceptionnelle et vraiment très efficace. Faut savoir qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas d'isoloir. L'isoloir, c'est l'espèce de cabine, vous savez, où vos parents vont s'enfermer pour mettre leur bulletin dans une enveloppe. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que c'est anonyme. On ne sait pas qu'est-ce que vos parents ont voté. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Déjà, il n'y avait pas d'enveloppe, il y avait juste votre bulletin. Donc, tout le monde savait pour qui vous allez voter. Et ça posait des problèmes parce que vous pouviez avoir des pressions qui pouvaient être exercées et vous pouviez être corrompu. Pas vous, mais en tout cas les aïeux. Donc, à ce moment-là, cela va se passer comme ça pendant 4 ans. À l'époque, donc, c'était vraiment difficile de pouvoir voter. Faut savoir que la République, elle a pas fait long feu. Elle n'a pas fait long feu du tout parce que Louis-Napoléon Bonaparte, à partir de la fin de son mandat qui a eu lieu vers fin 1851, il a dit non, moi je rends pas mon pouvoir, moi je reste président. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un coup d'État. Coup d'État, c'est un vocabulaire qu'on a déjà vu, ça veut dire prendre le pouvoir par la force. Donc ça veut dire que Louis-Napoléon Bonaparte, il a dit moi je reste. Sauf que il faut que le peuple y soit avec lui parce que vous l'avez vu, lorsque le peuple il n'est pas d'accord, il fait une révolution et puis il renverse le roi ou l'empereur. Donc là, comment est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à ce qu'on appelle un plébiscite. Je vous le remettrai ça après. Un plébiscite qu'on voyait ici. Avec notamment, vous voyez, avis pour le peuple français. Qu'est-ce que c'est un plébiscite? Un plébiscite, c'est un vote auquel on va demander à la population de répondre par oui ou par non à une certaine question. Et donc, ce vote, il va avoir lieu avec un suffrage universel, on va leur demander de répondre, et le peuple répond oui. Cela veut dire que Napoléon Bonaparte, il a fait un plébiscite,
Ça veut dire qu'il a demandé l'accord au peuple d'être nommé empereur, parce qu'il va mettre en place un nouvel empire. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a soutien de la population, il met en place l'empire. C'est le second empire, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Le premier empire, il a eu lieu avec Napoléon Ier, et là, Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Alors, je reviens un peu en arrière pour vous montrer la chronologie de l'empire. L'empire, il a duré de 1852 à 1870. Donc, il a duré 18 ans. Louis-Napoléon donc devient Napoléon III seulement, donc, il devient donc, pardon, je me suis perdue. Il fait donc, il demande l'adieu au peuple le 21 décembre, donc il devient empereur. Faut savoir que Napoléon III, il n'a pas beaucoup d'opposants et s'opposer à l'empereur, c'était pas vraiment question. Vous avez quand même un certain groupe qui va s'opposer à lui qu'on appelle les républicains. Vous savez, c'est ceux déjà qui se sont opposés un peu avant à Charles X. Les républicains, ils sont pour la République, pour le droit de vote, pour la démocratie. Parmi les républicains, si vous voulez connaître quelqu'un, un des grands noms, ça va être Victor Hugo. Qui au départ, il n'était pas très républicain, mais il va être un fervent opposant à Napoléon III. En 1870, Napoléon III, lorsqu'il voit que tout le monde est un peu contre lui, il va dire bon je vais essayer de voir si le peuple est toujours de mon côté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un nouveau plébiscite. Et dans ce plébiscite, les républicains ils vont appeler à voter non, et les autres vont répondre oui. Donc en fait, il va rester au pouvoir. Faut savoir que les plébiscites c'était très très utilisé pendant le Second Empire et de manière aussi à influencer les gens. Vous le voyez ici avec la caricature, vous avez Monsieur le maire, vous avez donc le peuple qui demande au Monsieur le maire ce que c'est un biblicite, donc un plébiscite, et vous avez le maire qui va répondre, c'est un mot latin qui veut dire oui. Ça veut dire que en fait le maire il va essayer d'influencer donc les populations qui sont assez ignorantes à voter oui. Donc ça veut dire à soutenir l'empereur, parce que les maires ils ont un intérêt de fait de soutenir l'empereur. Comment est-ce que donc comme aussi pour s'assurer une longévité au pouvoir, l'empereur il adopte la candidature officielle, le gouvernement. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça veut dire qu'ils vont choisir, ils vont continuer le vote, enfin le fait de l'élection, aux élections pour assurer donc on va dire une certaine démocratie, mais ils vont avoir un candidat officiel, c'est-à-dire qu'ils vont appeler à voter pour ce candidat. Vous l'avez ici donc dans un extrait de ce document qui est celui du sous-préfet de Fougères au maire, donc il va appeler à faire voter en masse Monsieur le maire pour Monsieur de Dalmas, candidat du gouvernement. Et par votre conduite éclairée et patriotique, vous servirez à la fois le gouvernement de l'empereur et l'intérêt général du pays. Ça veut dire qu'en fait, les préfets, ils incitent, ils font pression au maire pour voter au candidat officiel. Et c'est comme ça que Napoléon III va s'assurer un soutien. Étant donné que la plupart des gens au pouvoir sont des candidats que lui il a choisis, qu'il soutient, eh bien ça l'assure une longévité au pouvoir. Comment alors est-ce qu'en 1870, étant donné que Napoléon III il peut garder le pouvoir parce qu'il a le soutien du peuple, comment est-ce qu'il va être renversé? Parce qu'on sait que c'est la fin de l'empire. Bien en fait, il va y avoir une guerre. En 1870, il y a une guerre avec la Prusse. La Prusse, en fait, c'est la future Allemagne. Les Français se lancent en guerre, sauf qu'ils sont pas du tout préparés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre petit Napoléon, eh bien, il se fait prisonnier. Eh bien, vous le voyez venir, les républicains qui, eux, sont restés en France, ils voient que Napoléon III, il est plus au pouvoir, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils réclament la République le 4 septembre en l'absence de l'empereur. Sauf que comme l'empereur, il est plus au pouvoir, eh bien, il doit s'exiler et il meurt en 1873. À partir de là, on a la République qui est proclamée, la Troisième République qui va durer jusqu'en 1940, moment où la France est annexée par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va être une république qui va être fortement longue et on va le voir cela la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était compréhensible, que vous avez bien compris et que maintenant que vous en sachez plus sur comment est-ce qu'on votait de 1815 à 1870.